Octobre. L'événement est décrit avec des chiffres comme de 2025, sous le soleil cru de Tindiban, le Sahel a semblé changer de gravité, comme si la chaleur elle-même annonçait une bascule historique. En quelques heures, une région habituée aux enterrements discrets et aux communiqués venus d'ailleurs a vu naître une opération conçue, dirigée et assumée par ses propres fils. Comment Ibrahim Traoré, capitaine issu de la poussière du Burkina Faso, a-t-il transformé une peur diffuse en méthode, puis cette méthode en doctrine, revendiquée par 3 armées africaines? Derrière une bataille sans cercueil, c'est la possibilité d'une souveraineté mesurable qui se dessine, et avec elle la question de savoir ce que cette expérience dit, au fond, du pouvoir de décider pour soi. Dans cette vidéo, il ne s'agira pas seulement de raconter comment des colonnes blindées ont verrouillé le triangle de Tindiban, mais de comprendre ce que cette séquence change pour le Sahel, pour le Burkina Faso et pour tous ceux qui suivent sans connaître le vécu des habitants. Le fil directeur est clair dès le départ. Décoder comment une opération pensée au sein de l'Alliance des États du Sahel a produit en 48 heures des résultats que des forces bien plus puissantes n'avaient jamais atteints en 10 ans. Le spectateur verra comment une intuition formulée par Ibrahim Traoré, ne plus déléguer sa sécurité, s'est traduite en réseau de renseignements partagés, en drones recyclés, en corridors logistiques et, surtout, en confiance retrouvée. Il découvrira pourquoi des chiffres apparemment froids. 123 km² sécurisés, 287 positions neutralisées, 0 perte côté AES, pèsent autant qu'un discours et parfois davantage. À la fin, celui qui tape ou qui écoute pourra distinguer le symbole de l'homme, la mise en scène du travail de fond. Et il pourra se demander ce que cette expérience de souveraineté pratique révèle de ses propres institutions, bien au-delà du Sahel. La première fissure dans l'ordre ancien ne s'est pas produite au son des canons, mais dans le silence d'une salle de veille. En moins de 48 heures, 12 drones de surveillance, 9 centres de coordination et 3 chaînes logistiques ont été synchronisées sans intermédiaire étranger autour d'un même objectif. Pour Ibrahim Traoré, cette mini-révélation valait plus qu'un discours triomphal. Elle prouvait que la souveraineté pouvait se mesurer en gigaoctets d'informations partagées plutôt qu'en interventions annoncées depuis d'autres capitales. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut remonter en arrière. Depuis l'événement est décrit avec des chiffres comme de 2013, la lutte contre les groupes armés dans le Sahel s'appuyait principalement sur des forces extérieures. Leur présence avait fini par se confondre avec la lassitude des populations. À Arbinda, à Tindiban, les villages vivaient au rythme des raids nocturnes, des convois escortés par des uniformes étrangers, des promesses de stabilisation rarement tenues. Les chancelleries publiaient des communiqués, pendant que les familles enterraient leurs morts en silence. C'est dans ce climat d'inertie que s'est forgée la conviction du capitaine du Burkina Faso. Une paix importée ne prend jamais racine. D'où l'idée d'une alliance du terrain, enracinée dans la connaissance locale et dans une technologie adaptée, même artisanale. Les ingénieurs sahéliens ont relié les capitales par un maillage de fibres, d'ondes radio et de solutions logicielles bricolées. Les officiers formés à l'étranger sont revenus adapter leurs méthodes aux réalités de leurs propres frontières. Peu à peu, une doctrine a émergé. Frapper vite, décider ensemble, rendre des comptes aux civils. Quand les services de renseignement du Burkina Faso et du Mali interceptent des messages chiffrés annonçant un convoi armé dans le nord du Sahel, 2 semaines avant l'assaut, l'événement semble banal. Pourtant, pour la première fois, 3 armées africaines partagent leur flux d'informations en direct, sans filtre. C'est là que se joue le basculement. Tindiban ne sera pas une improvisation héroïque, mais une démonstration méthodique qu'une Afrique coordonnée peut reprendre la main sur son destin sécuritaire. Au cœur de cette stratégie, un visage s'impose, celui d'Ibrahim Traoré, jeune officier devenu symbole d'une souveraineté en acte. Il n'est pas seulement un chef de guerre, mais un catalyseur qui accepte de quitter Ouagadougou pour s'installer dans un poste avancé, au plus près de la frontière malienne. Ce déplacement, simple en apparence, envoie un message clair aux soldats comme aux civils. Le commandement ne se mène plus depuis un bureau climatisé, mais depuis la poussière du terrain.
Autour de lui se déploie une constellation de figures moins connues. Un technicien de Niamey raconte comment il a transformé un drone civil en outil de cartographie militaire grâce à quelques composants achetés sur un marché local. Une logisticienne malienne tient sur un tableau les allers-retours du carburant et des munitions, pour que les convois ne manquent jamais de ce qui les fait avancer. Un analyste burkinabé explique avec fierté que pour la première fois, ces statistiques ne terminent pas dans un rapport, mais guident des trajets réels. Dès la première semaine, les villages de la zone frontalière perçoivent la différence. Les routes autrefois coupées par la peur voient passer des camions de ravitaillement escortés uniquement par des uniformes sahéliens. Les habitants saluent les convois, surpris de reconnaître des accents, des langues, des visages proches. Sur les marchés, on murmure que ceux qui donnent les ordres dorment désormais sous le même ciel que ceux qui risquent leur vie. Le changement ne se lit pas encore sur les cartes, mais il se ressent dans ses détails. Pour beaucoup, c'est là que se joue le véritable tournant. La souveraineté cesse d'être une formule abstraite pour se traduire en gestes concrets, en décisions prises à côté des populations concernées. Le récit de Tindiban n'est plus celui d'un conflit géré à distance, mais celui d'une proximité assumée entre ceux qui décident et ceux qui subissent les conséquences de ces décisions. La chronologie de Tindiban ressemble à une partition où chaque note compte. Le matin de l'opération, quelques signaux captés par le réseau de renseignement sahélien suffisent à confirmer le mouvement du convoi ennemi. Moins de 30 minutes plus tard, depuis un poste avancé près de Dori, Ibrahim Traoré donne l'ordre d'entrer en action. Pas de longues réunions, pas de validation diplomatique, l'Alliance des États du Sahel décide seule du tempo. Les premières salves partent des SRL nombre de le nombre, l'événement est décrit avec des chiffres comme de 5 Burkinabés. Leur trajectoire illumine le désert, dessinant des arcs de feu au-dessus des dunes. Chaque impact est calculé à partir des coordonnées fournies par les drones maliens qui survolent silencieusement la zone. La cavalerie légère nigérienne se met en mouvement, motorisée, rapide, discrète. En moins de 3 heures, le triangle de Tindiban est verrouillé sur 3 axes. L'objectif est simple et brutal. Empêcher l'ennemi de respirer, de se disperser, de se réorganiser. Pendant ce temps, à Niamey, le centre de commandement de l'AES tourne à plein régime. Des écrans affichent des images thermiques, des flux radio et des signaux GPS artisanaux. L'ingénierie locale remplace la dépendance satellitaire. Dans cette salle, l'Alliance voit ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ses propres données, ses propres décisions, son propre rythme. Ibrahim Traoré, casque sur les oreilles, suit l'évolution de la bataille. Il sait que chaque minute gagnée deviendra un argument politique en faveur de la souveraineté sahélienne. La deuxième phase commence par l'encerclement des poches de résistance. Un ancien capitaine malien confiera qu'il ne s'attendait pas à arriver aussi vite, ni par ses directions. L'effet de surprise joue à plein. Les motos, jadis symboles de la mobilité des groupes armés, sont détruites en quelques salves ciblées. Sans carburant, sans communication, les cellules terroristes se désagrègent les unes après les autres. Vers midi, le bruit retombe. La poussière s'apaise, les transmissions radio cessent. Les soldats avancent dans un silence presque irréel, découvrant des ordinateurs encore allumés, des cartes abandonnées, des armes laissées sur place. Aucune perte n'est enregistrée du côté sahélien. Pour les habitants comme pour les militaires, c'est un choc. Pour la première fois depuis longtemps, une victoire ne se paie pas en cercueil. L'après-midi est consacré à la collecte méthodique des preuves. Des convois quittent Tindiban pour transporter documents, armes et disques durs vers Niamey. L'analyse qui suit met au jour un réseau étendu jusqu'à la Libye et au Soudan, transformant la réussite tactique en levier stratégique. À la tombée du jour, quand le silence revient sur le désert, il n'est plus synonyme de peur. C'est le silence d'un continent qui redécouvre sa capacité à agir par lui-même. Les chiffres de Tindiban ne sont pas des slogans, ils tracent les contours d'une bascule historique. En moins de 48 heures, 123 km² de territoire ont été sécurisés, 287 positions ennemies neutralisées et aucune perte n'a été enregistrée du côté des forces sahéliennes. Ces 3 données résument un fait brut. Coordination, vitesse et précision ont enfin convergé sous un commandement africain.
Là où l'on parlait autrefois de zone grise ingérable, l'AES peut désormais présenter une carte, des coordonnées, un bilan lisible. Un deuxième indicateur éclaire la profondeur du changement, le temps de réaction. Avant la mise en place du système AES, la réponse moyenne à une attaque terroriste dépassait 72 heures. À Tindiban, elle est ramenée à moins de 6 heures, soit une réduction d'environ 90%. Cette contraction du délai ne tient pas seulement de la prouesse opérationnelle, elle redéfinit la manière dont les populations perçoivent l'État. Chaque heure gagnée se traduit en villages épargnés, en déplacements évités, en marchés qui restent ouverts. Pour Ibrahim Traoré, cette vitesse mesurable est l'un des fondements de la souveraineté qu'il défend. Troisième donnée, plus discrète mais décisive, la confiance des civils. Les enquêtes menées après l'opération indiquent qu'à Tindiban, 84% des habitants interrogés déclarent avoir retrouvé confiance dans leurs forces armées nationales, là où 10 ans plus tôt, ce taux ne dépassait pas 30%. Ce bond ne se réduit pas à une statistique flatteuse, il signale un basculement psychologique, l'idée que la sécurité ne vient plus d'ailleurs, mais de voisins, de parents, de compatriotes en uniforme. Ces éléments chiffrés se combinent avec d'autres signaux. 9 corridors logistiques ont été tracés entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avec un taux de défaillance inférieur à 2%. Entre octobre, l'événement est décrit avec des chiffres comme de 2025 et mars, le nombre de 2026, le trafic transsaharien a augmenté d'environ 27%, porté par le retour de camions de coton, de bétail et de marchandises diverses. À chaque fois, la même logique apparaît. Là où l'on imaginait que seul un soutien extérieur pouvait garantir la fluidité, des solutions locales suffisent à relancer la circulation. Pour ceux qui suivent les Omok ou recherchent une thune, pour comprendre sa vision, ces chiffres offrent un repère. Ils montrent que, au-delà des discours, un modèle opérationnel africain tente de rivaliser avec les standards internationaux en ses propres termes. Et ils posent une question simple. Jusqu'où cette exigence de mesure peut-elle être maintenue dans le temps face aux pressions politiques, économiques et militaires qui pèsent sur l'AES? Les critiques de Tindiban se regroupent autour de deux objections principales. La première questionne la durabilité du modèle. Pour de nombreux observateurs occidentaux, l'AES aurait profité d'un effet de surprise et d'une fenêtre tactique exceptionnelle qu'il sera difficile, voire impossible, de reproduire. Selon eux, la coordination exemplaire entre Burkina Faso, Mali et Niger resterait l'exception, pas la règle, et les groupes armés adapteront rapidement leurs méthodes. En filigrane, une inquiétude, sans ressources financières massives ni soutien externe constant, l'alliance sahélienne risquerait de s'épuiser à tenter de reproduire son propre exploit. La seconde objection vise directement l'architecture politique. Certains jugent qu'Ibrahim Traoré ne ferait que remplacer une dépendance par une autre en substituant au tutelage occidental une centralisation régionale jugée excessive. Dans ce récit, la figure du capitaine deviendrait celle d'un leader charismatique concentrant trop de leviers entre ses mains. Les budgets militaires, souvent inférieurs à 1% du PIB dans les pays de l'AES, sont invoqués pour renforcer l'argument comment maintenir un tel niveau d'engagement sans fragiliser d'autres secteurs essentiels. Pourtant, ces critiques, prises au sérieux, trouvent des contrepoints dans l'organisation même du système. Sur le plan opérationnel, la force de Tindiban ne réside pas dans une hypercentralisation, mais dans une décentralisation assumée, centre de commandement interconnecté, brigade capable d'agir sans attendre des ordres détaillés, circulation continue de l'information. Cette flexibilité héritée du terrain constitue un amortisseur face à l'imprévisible. Sur le plan matériel, la contrainte budgétaire a servi de moteur à l'innovation. Drones civils détournés, logiciels libres, véhicules adaptés au sable plutôt qu'aux routes européennes. Enfin, l'accusation d'isolement ne résiste pas entièrement aux faits. Loin de couper le Sahel du reste du continent, l'expérience AES attire déjà l'attention d'autres pays africains, qui étudient le cas Tindiban comme un exemple de stratégie endogène. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de dresser des murs, mais de prouver qu'une coopération sud-sud peut produire des résultats concrets.
Reste une vigilance à garder. La fatigue politique, les pressions extérieures et les tensions internes. C'est là que se jouera, à moyen terme, la réponse la plus décisive aux sceptiques du modèle sahélien. Le véritable basculement est intérieur. Le midpoint du récit ne correspond pas à un nouvel affrontement, mais à une prise de conscience partagée. Le Sahel peut célébrer une victoire sans attendre qu'elle soit validée ailleurs. Dès le lendemain de Tindiban, les radios locales diffusent des images de villages repeints, d'écoles rouvertes, de marchés qui reprennent vie avant même que les décombres soient entièrement dégagés. Le symbole est puissant. La reconstruction commence pendant que la poussière de la bataille est encore dans l'air. Dans les casernes du Burkina Faso et du Niger, de jeunes officiers voient en Ibrahim Traoré la preuve qu'un Africain peut diriger, innover et gagner sans tutelle. Ce sentiment d'appartenance, discret mais contagieux, s'étend au-delà du Sahel. Des journalistes parlent d'un syndrome Tindiban pour désigner cette propagation de confiance, ce virus d'autonomie qui circule de poste avancé en poste avancé. Dans les grandes villes, l'impact prend d'autres formes. Des entrepreneurs montent des startups de sécurité numérique, des journalistes locaux créent des collectifs d'investigation, des femmes organisent des coopératives de commerce transfrontalier. La victoire ne se traduit pas par des cris de triomphe, mais par une discipline du possible. Si une alliance sahélienne a pu concevoir et mener Tindiban, alors d'autres secteurs peuvent eux aussi inventer leurs propres outils. À ce stade, le récit d'Ibrahim Traoré cesse d'être seulement militaire pour devenir une pédagogie de dignité partagée. Les conséquences de Tindiban se déploient sur 4 cercles imbriqués. Au niveau national, d'abord, le Burkina Faso lance un programme de reconstruction du Nord quelques semaines après l'opération. Des villages reconnectés à l'électricité, 14 écoles rouvertes, 3 hôpitaux de campagne transformés en structures permanentes. Ces chiffres restent modestes, mais ils marquent le retour de l'État dans des zones longtemps abandonnées. Lorsqu'Ibrahim Traoré visite Arbinda et serre la main de cultivateurs qui parlent à nouveau d'avenir plutôt que de survie, l'image circule largement et nourrit la curiosité autour des mots-clés. Au niveau économique, la sécurité retrouvée ranime les échanges. Entre octobre, le nombre, l'événement est décrit avec des chiffres comme de 2025 et mars le nombre de 2026, le trafic transsaharien augmente d'environ 27%. Des camions chargés de bétail, de céréales et de coton reprennent leur route vers Gao, Agadez ou d'autres carrefours commerciaux. Des coopératives locales, soutenues par l'AES, mettent en place des mécanismes d'assurance mutuelle pour amortir les chocs. Chaque convoi qui arrive à destination devient une preuve visible que la guerre peut reculer, que les routes ne sont plus seulement des trajectoires d'exode. Sur le plan social, la dignité regagne du terrain. Les marchés revivent, les femmes quittent un exil intérieur pour retrouver leur rôle de commerçante et de formatrice. Les radios communautaires diffusent des messages en mouré, en fulfulde, en songaï pour rappeler que la sécurité est l'affaire de tous. Dans les salles de classe, la bataille de Tindiban commence à être enseignée comme un chapitre d'histoire contemporaine. Ibrahim Traoré y est cité non comme un héros solitaire, mais comme le déclencheur d'une intelligence collective, ce que scrutent aussi ceux qui suivent chaque nouvelle. Enfin, au niveau régional, un nouveau pacte sahélien prend forme. Les armées du Mali et du Niger intègrent la doctrine éprouvée à Tindiban. Frapper vite, coordonner large, compter sur l'humain. Un conseil permanent est installé à Niamey pour superviser les projets communs, tandis que des délégations venues du Ghana, de la Guinée ou du Tchad viennent observer ce laboratoire. Dans certains rapports de l'Union africaine, le Sahel quitte progressivement la catégorie des zones uniquement associées aux crises pour devenir un espace de transformation stratégique. Cela n'efface ni la pauvreté ni les tensions, mais modifie le vocabulaire. Le mot « crise » recule, celui de « construction » progresse, sous la signature invisible d'Ibrahim Traoré. L'avenir du Sahel, après Tindiban, se dessine selon 3 trajectoires possibles. Le premier scénario, prudent, est celui de la consolidation. L'AES maintient ses effectifs conjoints autour de 40 000 hommes, appuyés par une trentaine de drones et une douzaine de bases tactiques. La priorité est de stabiliser les axes déjà sécurisés, de protéger les zones agricoles, de renforcer la chaîne alimentaire. Dans cette hypothèse, l'objectif n'est pas d'accumuler des victoires spectaculaires, mais de rendre prévisible le quotidien des villages. Si ce cap est tenu, les
pourrait, dans un an, accorder plus de place aux récoltes qu'aux colonnes de déplacés. Le scénario optimiste repose sur une expansion régionale. Ici, le modèle testé à Tindiban inspire d'autres États qui choisissent de rejoindre, sous une forme ou une autre, la dynamique AES. Le Ghana, la Guinée ou le Tchad étudient la doctrine intelligence, mobilité, unité, envoient des officiers observer les centres de commandement, envisagent des coopérations techniques. Si cette dynamique s'installe, la croissance moyenne de la région pourrait dépasser 4%, portée par la réouverture complète des corridors transsahariens. Mais cette voie exige un bien rare, la confiance durable entre partenaires et la capacité de contenir les ingérences extérieures qui redoutent l'émergence d'un pôle de sécurité autonome. Le troisième scénario est critique, pression et fragmentation. Dans cette trajectoire, les sanctions économiques, les campagnes de désinformation et la lassitude interne finissent par grignoter la cohésion construite à Tindiban. Les divergences entre commandements nationaux ressurgissent, les opérations communes ralentissent, des brèches se rouvrent pour les groupes armés. Le moral baisse, certains budgets sont amputés, les réflexes de dépendance réapparaissent. Pour Ibrahim Traoré, qui préfère parler de stabilité mesurable plutôt que de victoire finale, ce risque est réel. Le prochain combat pourrait se dérouler moins contre des hommes armés que contre la fatigue et le doute. Face à ces trois chemins, il serait illusoire de parier sur un seul. La vraie maturité consiste à accepter que la région naviguera probablement entre ces scénarios au gré des saisons politiques, économiques et sécuritaires. Pour ceux qui regardent cette vidéo, l'enjeu est de comprendre qu'aucune des trois trajectoires n'est écrite. Chacune peut être infléchie par des décisions locales, par des alliances, par la manière dont les citoyens, au Sahel et ailleurs, considèrent la valeur d'une souveraineté assumée. Pour un spectateur installé loin du Sahel, Tindiban pourrait n'être qu'un nom de plus sur une carte saturée de conflits. Pourtant, ce récit touche plusieurs cercles qui dépassent largement les frontières du Burkina Faso. Pour les diasporas africaines, d'abord l'expérience AES rompt avec une habitude ancienne, celle de voir leur pays réduit, dans les flux d'informations, à des appels à l'aide ou à des images de détresse. Ici, elles peuvent montrer à leurs enfants une séquence où l'initiative ne vient pas d'un siège lointain, mais de Ouagadougou, Bamako, Niamey. La façon de partager un lien vers les s'en trouve transformée. Pour les citoyens d'autres régions fragiles, ensuite, Tindiban sert de miroir. La question n'est pas de faire d'Ibrahim Traoré un modèle universel, mais de se demander comment leurs propres institutions réagiraient face à un choc comparable. Auraient-elles la même capacité à coordonner vite, à improviser avec des moyens limités, à rendre des comptes sur des résultats plutôt que sur des promesses? À travers cette bataille, c'est la notion de souveraineté pratique qui est interrogée, bien au-delà des frontières du Sahel. Enfin, pour ceux qui consomment l'actualité comme un flux accéléré, cette histoire offre une invitation à ralentir. Derrière chaque chiffre évoqué dans cette vidéo, il y a des visages, des marchés qui rouvrent, des élèves qui changent de dessin lorsqu'on leur demande de représenter un soldat. Suivre une, après avoir compris ce contexte, ce n'est plus seulement écouter un discours, c'est mesurer la distance entre les mots et les faits. Le récit de Tindiban devient alors une occasion de revisiter sa propre tolérance à la dépendance, sa propre définition de ce qui mérite d'être décidé localement. Pour transformer une victoire en structure durable, Ibrahim Traoré présente un plan articulé autour de 5 verbes simples: comprendre, stabiliser, produire, former, transmettre. Comprendre d'abord. L'AES a mis en place un système d'écoute civilo-militaire où, dans chaque région, un comité réunit officiers, enseignants, chefs coutumiers et ingénieurs. L'objectif est d'identifier les besoins prioritaires avant toute opération, afin que la sécurité ne soit jamais dissociée du quotidien des habitants. Stabiliser ensuite. Les zones libérées autour de Tindiban servent de laboratoire à un protocole appelé « transition apaisée ». Pendant 6 mois, des patrouilles mixtes burkinabées, maliennes et nigériennes y garantissent la continuité de l'ordre public avant la remise formelle
aux autorités civiles. Ce processus a déjà permis de réduire sensiblement les incidents post-conflit et d'éviter le retour rapide des groupes armés dans les villages repris. Produire constitue le troisième pilier. Des dépôts militaires désaffectés sont convertis en plateformes logistiques pour l'agriculture, le commerce et les services de base. L'idée est de lier immédiatement sécurité et activité économique, afin que chaque zone stabilisée devienne aussi un espace de création de valeur. Forme ensuite implique une révision des doctrines dans les académies militaires de Bamako, Ouagadougou et Niamey. L'équation intelligence plus mobilité plus unité égale souveraineté mesurable y est enseignée comme une méthode, pas comme un slogan. Transmettre, enfin, suppose de raconter ce qui s'est passé à Tindiban d'une manière qui dépasse le cercle des spécialistes. Dans les écoles, dans les radios communautaires, dans certaines, l'accent est mis sur la dimension collective de la réussite, sur le rôle des techniciens, des logisticiens, des habitants. Pour Ibrahim Traoré, la doctrine n'a de sens que si elle peut être appropriée par ceux qui la vivent. Et c'est dans cette circulation du récit, autant que dans les manuels militaires, que se joue la durabilité du modèle. Le fil qui relie Tindiban au visage anonyme du Sahel tient parfois à une scène minuscule. À Kailabé, un instituteur raconte qu'avant, ses élèves dessinaient des soldats étrangers lorsqu'on leur parlait de sécurité. Depuis l'opération, ils esquissent des uniformes locaux, des paysages qu'ils reconnaissent, des drapeaux qu'ils peuvent toucher. Dans ce changement de trait, de couleur, de perspective, se glisse une part de la promesse d'Ibrahim Traoré. Le soir, dans certains villages, on dit que les tambours, les rires et les prières ont repris la place des tirs comme bruit de fond. Ces sons ordinaires deviennent les battements d'une renaissance fragile. Ils n'effacent pas les peurs ni les deuils, mais ils rappellent que le Sahel n'est pas condamné à n'être qu'un théâtre de guerre. Entre la poussière des postes avancés et les cahiers d'écoliers, la trajectoire est encore incertaine, mais elle appartient désormais à ceux qui la vivent. Une phrase résume peut-être ce moment. La souveraineté commence quand la peur cède la place au calcul partagé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, Tindiban n'est plus seulement un nom aperçu dans un titre ou un fil d'actualité. C'est un point de départ pour repenser ce que signifie concrètement décider pour soi, au Sahel comme ailleurs. Le récit d'Ibrahim Traoré et de l'Alliance des États du Sahel ne demande pas d'adhésion automatique. Il invite à une discussion honnête sur les coûts, les risques, les limites et les possibles d'une sécurité endogène. La prochaine fois que vous verrez passer une ou qu'une apparaîtra dans vos recommandations, vous pourrez choisir de regarder au-delà de la formule et des images. Vous pourrez vous interroger, quelles données, quelle voix, quelle vie se cachent derrière ces quelques minutes de vidéo ou ces paragraphes de texte. Et, à votre échelle, quelles décisions acceptez-vous encore de déléguer? Lesquelles voulez-vous reprendre en main? Si ce récit vous a aidé à poser ces questions, alors Tindiban aura produit un effet supplémentaire bien au-delà de ces dunes, celui d'ouvrir un espace de conversation sans tutelle sur la manière dont chacun définit la dignité et la responsabilité dans son propre paysage.